Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil en management et projet d'impôt mondial sur les sociétés, c'est le menu de Questions Éco ce soir. Et en première partie, comme quasiment tous les secteurs ou acteurs de l'économie, eh bien, les cabinets de conseil ou consultants indépendants ont souffert des répercussions de la crise Covid-19. Le Maroc n'échappe pas à cela, et puisque la capacité de réaction aux crises est en soi une des prérogatives majeures du conseil en entreprise, le président de l'Association marocaine du conseil en management, Nabil Bayahia, partagera avec nous sa conception de la sortie de crise intrinsèque au changement structurel de la profession, au Maroc en l'occurrence. En seconde partie, en compagnie de Maître Mohamed El-Khouer, vous saurez tout sur les enjeux, la faisabilité et les probables impacts de cette proposition américaine d'appliquer un impôt minimal mondial sur les entreprises qui soit plus élevé que celui proposé il y a quelques années déjà par l'OCDE. Objectif, entre autres, bannir le dumping social entre les entreprises. Bienvenue à tous dans Questions Éco. Et avant de joindre notre premier invité, l'industrie du conseil, quel bilan mondial pour l'exercice précédent et quelles perspectives pour 2021 et qu'en est-il pour le cas Maroc? Les développements avec Ala Benani. Pour l'année 2020, l'activité de conseil a connu un repli de 14% du secteur mondial, selon Infodesk, société américaine de Big Data. Cela dit, hors période pandémique, le marché américain a connu en 2019 une croissance de 6,6%, selon une étude de marché du cabinet Source Global Research. Au sein de l'Union européenne, il bondissait de 8,4%, d'après la FEACO, la Fédération européenne des associations de consultants en management. Les prévisions pour l'année 2021 reste toutefois de simples spéculations, mais les observateurs évoquent un rebond qui peut aller jusqu'à 10%. Au Maroc, selon l'Association marocaine du conseil en management, les cabinets affiliés à cette dernière ont connu en 2020 une baisse allant jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. À ce jour, au Maroc, il existerait au total quelques 1000 consultants en cabinet. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Nabil Bayahia, président de l'Association marocaine du conseil en management. Bonsoir Nabil Bayahia et bienvenue parmi nous. Bonsoir madame. Merci madame et merci pour l'invitation. Bon, quelles sont les raisons principales de ce recul? On vient de l'écouter, on parle jusqu'à une baisse de 30% du chiffre d'affaires. Quelles sont les principales raisons de ce recul, en sachant que, eh bien, en période de crise, les entreprises cherchent à se faire accompagner pour justement se repositionner ou peut-être mettre en place de nouvelles stratégies pour répondre aux urgences et aux impacts de la Covid-19. Ce qu'il faut noter, c'est peut-être distinguer deux temps. Un temps où on était en pleine crise du Covid avec un confinement lié à une période de Ramadan et suivi par les vacances d'été, en tout cas la période estivale. Et là, on a deux situations qui sont relativement hétérogènes. Alors, la première chose... en gros, les 30% que vous avez cités, c'est effectivement la fourchette haute pour certains cabinets de petites structures qui ont peut-être souffert plus que les grands cabinets qui avaient un carnet de commandes relativement important au moment de la crise, parce que la crise elle est venue de manière subite. Et donc, ceux qui avaient des projets de plus ou moins de taille moyenne, leur carnet de commandes ne pouvait pas résister sur une période de 5-6 mois d'incertitude. Alors, en gros, ce qu'il faut noter, c'est que le conseil en management ou le conseil en stratégie management a eu une résilience quand même assez bonne. On s'attendait à des choses un peu plus difficiles, mais aujourd'hui, on va estimer à 15% la moyenne de la baisse de l'activité. Alors, comment ça s'explique? D'abord, il y a eu une baisse de la commande publique. Le gouvernement a presque gelé tous les engagements qui étaient en cours, c'est-à-dire tous les marchés, les appels d'offres d'études ou de conseils qui étaient sur le point d'être adjugés. On a eu une pause, un gel de ce type d'engagement. Parfois même l'annulation de ces appels d'offres, et ça c'est
un élément qui a peut-être pesé pour 4-5%. On a vu aussi pour certains donneurs d'ordre comme les banques, les assurances, une forme je dirais, de ralentissement des projets et donc un gel des interventions des consultants dans le cadre des projets menés par ces différentes institutions. Et donc l'impact sur 3-4 mois d'incertitude, de confinement, de période estivale a fait en sorte que à la fin de l'année, on a observé 10 à 15% en moyenne. Certaines structures ont eu jusqu'à 30%, mais si on devrait parler d'une moyenne, on serait autour de 15 à 17%. Dans la moyenne, enfin en tout cas proche de la moyenne mondiale, qui est de 14%. Donc le Maroc, finalement, est aligné à cette moyenne. Oui, on est dans la même fourchette. Bien entendu, les cabinets, pendant cette période, ont dû se réagir. D'abord par l'aménagement du temps de travail. Certains ont ont fait consommer les congés à certains collaborateurs. Parfois, des congés sans solde ont été aussi activés. Et le souci des cabinets de conseil, c'est de ne pas perdre leur matière grise. Le nerf de la guerre, c'est les ressources humaines de ces cabinets, c'est ses collaborateurs. Et donc, préserver l'emploi, garder ses ressources au sein du cabinet était vraiment le principal défi en jeu pour ces cabinets. Un autre défi, et qui n'est pas cette fois-ci relatif, n'est-ce pas, à la Covid-19, ou peut-être même que cette crise pourrait faire en sorte d'enclencher peut-être un changement à ce propos, il s'agit de la structuration du marché du conseil, et notamment au Maroc. Que pouvez-vous nous dire sur ce modèle économique que certains déterminent ou peut-être même définissent comme aujourd'hui caduc et qui devrait être restructuré? Alors, consulting au Maroc est une histoire relativement récente. On a vu les cabinets arriver dans les années 90, fin 90, des grandes enseignes internationales, mais aussi l'émergence de cabinets marocains structurés. Quand je dis des cabinets internationaux, aujourd'hui, ceux qui sont présents au Maroc, et la majorité de leurs prestations se fait au Maroc, voire à l'export, sont portés par des associés marocains en général, sont munis de consultants et de collaborateurs dans la majorité marocaine. Donc c'est vraiment une industrie marocaine avec bien sûr un arrimage à des enseignes internationales parce que ça permet de tirer de l'expertise et du know-how, mais ce sont aujourd'hui une industrie portée par des Marocains au service des entreprises et des institutions marocaines. Alors, aujourd'hui, si on peut donner une cartographie des cabinets de conseil au Maroc, on a à peu près une dizaine de grandes enseignes internationales, ceux qui opèrent un peu partout dans le monde. Nous avons aussi une dizaine de cabinets nationaux qui ont émergé dans les années 2000-2010 et qui aujourd'hui, on peut considérer que ce sont des champions nationaux qui arrivent à rivaliser avec ces enseignes internationales, qui arrivent aussi à s'exporter, notamment sur le continent, voire en Europe. Et donc, ce sont, on va dire, les locomotives des cabinets de conseil qu'on retrouve dans les grands projets, que ce soit les politiques sectorielles, que ce soit dans les grands projets de transformation du secteur bancaire ou des télécoms. Après, nous avons un deuxième peloton qui sont des structures, on va dire, moyennes, avec 5 à 10 personnes et qui interviennent soit de façon généraliste, soit de façon sur des niches. Et là, on a peut-être une trentaine, une quarantaine de structures de cette nature. Et puis, nous avons tout un flot d'indépendants ou de ce qu'on appelle les freelances. Ce sont des experts ou des consultants qui travaillent à leur compte, qui interviennent soit dans le cadre de projets portés par ces cabinets, donc en tant que sous-traitants ou d'indépendants freelance, soit intégrés directement dans des projets portés par notamment les grands donneurs d'ordre, et particulièrement les banques et les assurances. Ces dernières, il y a une quinzaine d'années, sous-traitaient l'ensemble des projets. Aujourd'hui, elles, pour beaucoup, ont constitué des équipes projets internes de consultants qui les aident en interne à mener les projets de transformation. Et bien entendu, comme pour gérer une flexibilité, une agilité de ces structures internes, ils sollicitent des indépendants pour renforcer leur équipe projet.
Bon, puisque nous sommes en train de vivre une période assez inédite, par rapport à ces alternatives de sortie de crise, vous l'évoquez, il y a des cabinets internationaux, bien sûr, avec de la matière grise marocaine, mais tout cela, bien sûr, avec des bénéfices qui partent aussi à l'étranger. Et là, il y a eu quelques critiques par rapport à ces cabinets de conseil internationaux, parce qu'on parle de crise et aussi, voire même de guerre économique mondiale, et que les gouvernements devraient appeler ou faire appel à des cabinets de conseil locaux afin d'éviter de faire plus de bénéfices aux entreprises étrangères. Que dites-vous en tant qu'association marocaine du conseil en management par rapport à ces critiques qui d'ailleurs ne sont pas propres au Maroc? Il y a eu le cas, certains observateurs en France, certaines critiques en France ont également dénoncé cela. Alors, que dites-vous par rapport à cela, Nabil Bayhia? Il faut distinguer l'enseigne, si elle est internationale, et la prestation, où est-ce qu'elle a été réalisée et par qui elle a été réalisée et comment le revenu de cette prestation est capté. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble de l'activité conseil, qu'on peut estimer à 700-800 millions de dirhams, 90% ou 85% est réalisé par les structures locales qui peuvent être une enseigne internationale ou une enseigne nationale, réalisées par des consultants, à 90% des consultants marocains, salariés de ces structures marocaines de droit commun, et donc tous les revenus sont fiscalisés au Maroc, que ce soit l'impôt sur le revenu, parce que c'est la structure même de ces cabinets de conseil, ce sont ces ressources humaines, donc 50%, 60% des coûts sont les salaires, et donc l'impôt sur le revenu est perçu au Maroc, et l'impôt sur les sociétés est payé au Maroc. Donc, ce qui peut remonter, ce sont de l'assistance technique, de l'expertise apportée par ces enseignes internationales à leurs bureaux locaux, et en général, c'est de 10-15% maximum. Il faut noter aussi que ces cabinets nationaux parfois recourent aussi à ces expertises internationales, parce que quand elles interviennent dans un secteur qu'elles ne maîtrisent pas, elles ont besoin d'un expert métier, elles ont besoin d'un expert international, donc elles le sollicitent. Et aujourd'hui, les procédures pour ce faire sont totalement légales. Elles sollicitent ces expertises, elles les payent au niveau par le biais des banques et par autorisation de l'office d'échange. Donc, c'est un jeu à somme nulle entre, on va dire, les cabinets locaux nationaux et les enseignes internationales. On finit sur une note positive. Comment booster le marché? Comment booster le marché en cette période de crise, Nabil Bayhia? Je pense qu'au niveau de l'offre, il faut que le Covid nous a appris à une chose, qu'il faut se transformer, il faut se réinventer. Et je pense que, comme beaucoup de secteurs, les cabinets de conseil doivent repenser la manière dont ils interviennent, la manière de satisfaire la demande, cette demande qui intègre de plus en plus de la technologie. En revanche, au niveau de la demande, il faut que les cabinets puissent stimuler davantage leurs clients en leur expliquant l'importance d'un accompagnement par un consultant, que ce soit pour un repositionnement stratégique, que ce soit pour une restructuration d'un portefeuille d'activités. Aujourd'hui, on a vu la crise a impacté certains business, et donc les groupes qui ont plusieurs activités, ils doivent penser à le restructurer, que ce soit de la transformation organisationnelle ou digitale, que ce soit la mise en place des bonnes pratiques de management, ce portefeuille de services, tout ce que peut apporter un cabinet de conseil. Il faut aujourd'hui aller vers le marché, expliquer à ces entreprises qui étaient parfois réticentes et considérant que le conseil est élitiste et exclusif aux grandes compagnies. Non, le conseil peut être apporté à une PME avec des honoraires totalement à sa portée, et qui permettent de créer de l'impact sur son modèle économique et sur sa compétitivité. Merci Nabil Bayhia, président de l'Association marocaine du conseil en management. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco.
L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, l'avait évoqué il y a quelques années. Le Trésor américain, eh bien, y porte maintenant un intérêt. Et le FMI l'applaudit. Il s'agit du taux d'imposition minimal pour les entreprises, notamment les multinationales, qui séduit de plus en plus de pays. Mais fait-il l'unanimité? Réponse avec Ala Benani. Créer un impôt minimum mondial sur les entreprises, la proposition a été formulée le 5 avril dernier par Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis. La raison de cette proposition, lutter contre la concurrence fiscale entre États et réalimenter leurs caisses mises à mal par la crise sanitaire. Dans ce sens, les États-Unis se disent prêts à mettre en œuvre un mécanisme obligeant une multinationale à payer un minimum de 21% d'impôt sur ses bénéfices. Plusieurs pays comme l'Allemagne et la France se sont dit favorables à ce nouveau taux. Ces deux pays avaient évoqué principalement il y a 4 ans le taux de 12,5%. Au sein de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et en moyenne, ce taux d'impôt s'élève aujourd'hui à 20,6%. Les analystes estiment qu'un plancher plus élevé ne ferait de mal à aucune économie, mais encore faudrait-il que les paradis fiscaux s'y soumettent. Et on en parle ce soir en compagnie de Maître Mohamed Olkhouer, avocat d'affaires, qui est avec nous depuis Casablanca par Skype. Bonsoir Maître Olkhouer, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors si cela venait à se concrétiser, c'est réellement d'abord un réel bouleversement, une révolution mondiale, mais surtout, cela sonne le glas des paradis fiscaux. C'est en tout cas comme ça qu'on pourrait le concevoir sur le papier, mais le chemin est encore long pour arriver à cette situation, on va dire, à une éradication des paradis fiscaux. Ça me semble assez compliqué. Et comme souvent, l'idée globale peut paraître intéressante pour un certain nombre d'États. La mise en œuvre pratique sera, elle, à mon avis, le véritable obstacle. Et c'est ce sujet-là qu'il faudra traiter de manière très précise, sachant que de manière immédiate, on voit quand même difficilement comment une telle mesure pourrait être mise en place dans un cadre mondialisé. Comme vous l'avez évoqué dans le cadre de votre reportage, il y a eu une réflexion au sein de l'Union européenne qui n'a jamais pu aboutir, puisqu'il fallait l'unanimité et les petits États, notamment celles et ceux qui paraissent être plus ou moins des paradis fiscaux, le Luxembourg, l'Irlande, ouais. s'y sont viscéralement opposés. Donc, ce qu'on n'a pas réussi ou ce qui n'a pas pu être fait au sein de l'Union européenne, est-ce que ça pourrait être fait au niveau mondial? Ça me paraît difficile, mais peut-être au niveau du G20, qui est un point de discussion. L'OCDE, éventuellement, si les grands États arrivent à mettre ça en place, peut-être qu'ils pourront mettre suffisamment de pression sur les autres, mais avec une difficulté de fond pour un certain nombre d'États, notamment le Maroc, de mon point de vue. Je ne suis pas certain que ces mécanismes-là soient particulièrement avantageux. Alors, exactement. Donc, que proposent concrètement les États-Unis, en sachant que, bien sûr, ce n'est pas nouveau. Il était question qu'il y ait cet impôt minimal mondial, même durant le mandat de Donald Trump. Après, il y a eu, bien sûr, rétropédalage. Biden qui remet à l'ordre du jour cette proposition. Mais que proposent concrètement les États-Unis? On parle d'une imposition de 21%, ceux de l'IS, de toutes les entreprises. Alors, qui va récolter du coup les impôts? Qu'en est-il de la double imposition? Si on y voyait plus clair avec vous, Maître Olkhouer. L'idée principale dans ce cadre-là, c'est une imposition minimale à 21,5%. C'est-à-dire qu'on va appliquer une imposition de 21% sur tous les revenus au minimum. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous êtes imposé à l'international à 10%, par exemple, eh ben, vous aurez une imposition américaine de 11% pour faire le complément et arriver à maintenir cette imposition minimale. C'est de cela dont il s'agit principalement. Donc l'approche est d'avoir en quelque sorte une clause balai qui permet de faire en sorte que toutes les multinationales, quels que soient les pays où elles exercent, où elles travaillent, in fine, soient soumises à une cotisation ou à une imposition minimale de 21%. Alors la difficulté, ça va être de savoir qui va bénéficier de cette clause balai en quelque sorte et qui pourra taxer l'impôt additionnel pour parvenir au montant de 21%. Ça va être aussi un des sujets de débat. Et c'est pour ça que ça peut poser difficulté, parce que principalement les grands États auront peut-être la possibilité de le faire. Les États plus petits, enfin avec une économie plus modeste, ne seront peut-être pas en mesure de pouvoir bénéficier ou appliquer ces clauses rabais.
Oui, dont le Maroc, vous l'évoquiez tout à l'heure. Que changerait cela, justement, à l'attractivité du Maroc en termes d'investissement étranger? L'attractivité, bon, on le sait, elle n'est pas essentiellement fiscale. Hein. Il y a un certain Oui, mais nombre quand d'autres même. éléments. Le Maroc, Enfin, le Maroc ça a beaucoup représente quand travaillé même là-dessus. l'un des arguments majeurs pour attirer des investisseurs, c'est la fiscalité. Enfin, Oui, tout à fait. C'est l'un des éléments qui est pris en compte. Mais ce que je disais, que ce n'était pas le seul, mais vous avez raison, c'est un élément important. Et cet élément important peut poser difficulté parce que si on a justement une politique fiscale attractive, elle pourra être réduite à néant par ce type de mécanisme et ne pas permettre justement à un certain nombre de pays qui sont en phase de développement de bénéficier de cette attractivité fiscale pour réaliser pleinement un développement complet comme ont pu le faire d'autres États. C'est que ce type de mécanisme qui fige la situation dans tous les pays à un moment donné, eh ben forcément, ils ont un impact négatif sur ceux qui, au moment où on fige la situation, sont dans les situations les plus précaires, ou en tout cas dans le bas de l'échelle ou le ventre mou de l'échelle. Donc c'est aussi un élément, ça a été évoqué avec les problématiques climatiques, c'est que plus vous mettez en place ce type de règles plus contraignantes, plus elles ont pour effet de figer la situation et le classement économique des pays tel qu'il est, et rendre plus difficile de passer d'une catégorie à l'autre, de mettre en place un développement accéléré ou de faire un certain nombre d'innovations. C'est ça l'élément principal et probablement ça pourra impacter notre sujet. très bien. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à adopter une telle proposition pour les pays européens, mais aussi pour le Maroc? Les pays européens, on l'a bien compris, sont assez alignés là-dessus. Alors avec une petite réserve sans doute concernant l'Allemagne, qui a un taux d'imposition moyen beaucoup plus bas. Mais il y a un consensus au niveau des grands pays européens. Le seul débat, c'est le taux. Mais l'Allemagne, la France, vous l'évoquiez, dans une moindre mesure l'Espagne, sont plutôt partisans de ce type de mécanisme. Les autres pays, on n'a pas encore leur position. On a vu, par exemple, que le Maroc, lui, globalement, jouait le jeu, s'agissant de l'OCDE et de la plupart des règles fiscales. On a récemment évoqué ces questions des échanges d'informations. Donc, le Maroc s'inscrit pleinement dans le cadre de cette collaboration fiscale internationale. Donc, de ce point de vue-là, je ne serais pas surpris que, effectivement, aussi du point de vue du Maroc, ça puisse être accueilli favorablement. Alors, la question principale, c'est le taux. Alors, ce taux de 21, in fine, pour le Maroc, il est plutôt intéressant, puisqu'on sait que, globalement, notre niveau moyen d'imposition est un peu plus élevé. Donc c'est une bonne chose finalement pour les pays qui sont plus ou moins alignés à cette moyenne de 20%. Encore faut-il, on devrait le rappeler, que cette proposition soit adoptée aux États-Unis même et que le Congrès donne son feu vert. Juste pour terminer par rapport à cette question d'échange d'informations, aujourd'hui clairement une mondialisation de la data. Bon, il y a eu bien sûr cette levée du secret bancaire qui a été poussée d'ailleurs par les États-Unis. L'entrée en vigueur, notamment pour le Maroc, de cette convention de l'OCDE en ce qui concerne l'échange d'informations, notamment fiscales, mais aussi bancaires. Donc finalement, aujourd'hui, le monde sera interconnecté. Mais dans la réalité, est-ce possible, Maître Olkhouer? C'est le fond du problème. Politiquement, ça a l'air intéressant et ça a l'air faisable. Juridiquement, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'on a un certain nombre de pays avec des systèmes juridiques très différents. La fiscalité relève de la souveraineté de chacun des États. Donc ça va être très très difficile, à mon avis, de le mettre en œuvre de manière pratique. On a des conventions fiscales bilatérales, on a ces cadres multilatéraux, mais je ne vois pas véritablement la possibilité d'aboutir à court terme à quelque chose de significatif, sauf à ce que ça se mette en place chez certains pays principaux de manière bilatérale ou multilatérale réduite avec le G20 par exemple. Mais même là, ça me semble très très difficile, sachant que ce qui est proposé par les démocrates aujourd'hui aux États-Unis, alors qu'ils ont toujours été viscéralement opposés à ce multilatéralisme, on a plutôt eu du point de vue des États-Unis le fait d'appliquer leurs lois partout et non pas d'avoir des lois communes. Donc, on l'a vu avec FATCA, par exemple. La logique, c'était plutôt l'extraterritorialité de la fiscalité américaine, à telle enseigne d'ailleurs que les citoyens américains payent de l'impôt aux États-Unis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, c'est l'un des rares, si ce n'est le seul pays au monde qui a écarté la territorialité pour l'impôt.
Donc, je suis assez surpris de cette orientation nouvelle, mais qui, a priori, s'expliquerait par les besoins importants des Américains pour financer leur plan massif de rénovation des infrastructures et d'accompagnement des entreprises pendant la pandémie. Le signal principal, et à mon avis, j'ai plutôt l'impression qu'on va utiliser ça du point de vue des États-Unis pour inciter les entreprises américaines, et notamment les GAFA, à payer leurs impôts aux États-Unis, avec comme élément le fait qu'ils ont été aidés par l'État pendant la période de pandémie et qu'en retour, maintenant que des bénéfices vont revenir à nouveau, il faut que ces bénéfices soient taxés aux États-Unis et non pas dans des paradis fiscaux ou alors avec les différents montages qui ont été mis en place. Et malheureusement, j'y crois pas beaucoup. Je ne vois pas véritablement à l'heure actuelle les Américains renoncer à leur souveraineté fiscale, renoncer à leurs mécanismes qui sont maintenant centenaires en matière de taxation et d'extraterritorialité des lois américaines. Donc, plus précisément, je ne vois pas les États-Unis se soumettre à une loi commune, puisque le corollaire, c'est aussi logiquement que d'autres États puissent taxer des entreprises américaines de manière à arriver à ce chiffre minimal de 21%. Et ça, j'espère me tromper, mais j'ai les plus vives réserves quant au fait que ce mécanisme-là, véritablement, pour avoir le jour rapidement, à mon sens, c'est plutôt un appel à la citoyenneté déguisée à destination des principales multinationales américaines pour les inciter à s'acquitter de leurs impôts chez eux, dans leur pays, puisque de toute façon, à défaut, il y aurait ces mécanismes qui pourraient être mis en place. Oui, mais surtout qu'on parle là de dizaines de milliards de dollars si cette proposition venait à se concrétiser, à voir le jour. Et il faut bien, vous le disiez à juste titre, Maître Olkhouer, il faut bien financer ce plan pharaonique de relance qui coûterait quelques 2300 milliards de dollars sur 5 ans. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été avec nous, Maître Olkhouer. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous en prie, plaisir partagé. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.